Chers amis, mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont accepté notre invitation pour se joindre à nous ce soir. Je voudrais remercier également les éditions David pour ce beau partenariat qui nous a permis de vous offrir cette belle rencontre entre Madame Monia Mazig et Madame Kawthar Zitouni, à qui je voudrais rendre un vibrant hommage. Je voudrais féliciter encore une fois Madame Mazig pour sa brillante distinction en obtenant le prix de la ville d'Ottawa. Mes remerciements vont aussi à Madame Zitouni, précieuse trouvaille, qui est venue égayer la résidence de Tunisie avec ses toiles vives, reflétant toute la force et tout le charme des femmes tunisiennes. À travers leur parcours inspirant et leur expériences multiples en Tunisie et au Canada, nos deux invités vous offriront des tranches de vie riches en enseignements. Je suis certain qu'à travers leurs témoignages, vous découvrirez des facettes de mon pays et surtout l'apport de la femme dans la société tunisienne. Tout ceci, évidemment, avec le concours de la talentueuse animatrice Ginette Gratton. Chers amis, cette soirée illustre également un bien commun. Il s'agit de notre appartenance à l'espace francophone. Comme vous le savez, l'île de Djerba, en Tunisie, abritera en novembre 2022 le prochain sommet de la francophonie. Une grande et belle occasion pour réunir tous les francophones. Nous y fêterons une francophonie ouverte, multiple, solidaire et résolument au diapason de tous les enjeux de notre époque. Très belle soirée à tous nos invités et à tous ceux qui nous suivent en direct sur les pages Facebook de l'ambassade de Tunisie au Canada et des éditions David. Merci encore. Merci. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur, distingués invités. Je m'appelle Véronique Sylvain et je suis responsable de la promotion et des communications aux éditions David. Il me fait très grand plaisir d'être parmi vous ce soir pour cet entretien intitulé « Portrait de femme ». Aux éditions David, nous connaissons fort bien Monia Mazig et nous sommes convaincus que son œuvre littéraire mérite un rayonnement toujours plus large. Évidemment, nous sommes un peu moins familiers avec l'univers créatif de Kawthar Zitouni, mais nous sommes impatients de le découvrir. Je dois vous présenter les excuses de Frédéric Brisson, directeur général de la maison d'édition, qui a dû se désister ce soir pour des raisons de santé. À l'ère de la pandémie, il y a beaucoup d'imprévus. Frédéric me disait plus tôt aujourd'hui qu'à l'époque où il est arrivé à Ottawa pour devenir directeur du regroupement des éditeurs franco-canadiens, le RFC, en 2015, Du pain et du jasmin, qui venait tout juste d'être publié, est le premier livre qu'il a lu parmi les éditeurs du regroupement. Il a été marqué par cette puissante et émouvante histoire et il a vu cette découverte comme un heureux présage des années à venir. Aujourd'hui, par un curieux retour des choses, Frédéric est devenu l'éditeur de Monia Mazig et il en est très fier. Farida, qui vient de remporter le prix du livre d'Ottawa 2021 et qui sera traduit bientôt en langue anglaise, est lui aussi un heureux présage. Aux éditions David, nous sommes heureux d'avoir publié les plus récents ouvrages de Monia Mazig, Farida, Du pain et du jasmin, une autrice qui se démarque tant par la qualité et l'originalité de ses écrits que par son dynamisme, sa parole engagée et sa curiosité d'aller à la rencontre de l'autre. Plus récemment, Monia a collaboré et pris part au concours d'écriture Histoire d'immigration. Elle signe d'ailleurs un texte dans le recueil que je vous invite à découvrir dès maintenant. Enfin, j'aimerais remercier l'ensemble de nos partenaires d'avoir organisé cet événement. Tout d'abord, l'ambassade de Tunisie, bien sûr, qui nous accueille ici dans un superbe endroit. Merci aux organismes qui appuient les éditions David, notamment le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de l'Ontario, le Fonds du livre du Canada et la Ville d'Ottawa. Un merci bien senti aux deux invités de la soirée, Monia Mazig et Kawthar Zitouni, de même qu'à l'animatrice Ginette Gratton. Et bien sûr, un énorme merci à vous toutes et tous qui êtes présents ce soir en personne et en direct sur Facebook.
Maintenant, j'aimerais accueillir l'animatrice de cet entretien, Ginette Gratton, qui nous présentera à son tour les deux invités de ce soir. Originaire d'Ottawa et connue dans la communauté franco-ontarienne, Ginette Gratton a fait carrière dans les domaines de l'éducation, des communications et du développement communautaire. Elle est aujourd'hui directrice générale de la maison d'édition Marie-Louise, partenaire des éditions David, une maison de quartier francophone au cœur de Vanier qui accompagne les familles qui désirent créer des foyers heureux. Les éditions David se sont installées d'ailleurs récemment à 2 coins de rue de l'emplacement de la maison Marie-Louise. Nous sommes presque voisins. Donc j'aimerais accueillir chaleureusement Ginette Gratton. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir. Merci à l'ambassadeur Excellence. Merci beaucoup de m'avoir invité. Un grand plaisir pour moi. Merci surtout d'avoir invité Monia Mazig et Kauter Zitouni. Ce sont des découvertes pour la plupart des gens. Moi, je connais Monia depuis longtemps. J'ai découvert Kauter ces jours-ci avec beaucoup de plaisir. Merci aux éditions David aussi. Merci à vous tous qui êtes avec nous, que vous soyez ici à Ottawa ou que vous soyez en Tunisie ou peu importe dans le monde. Merci d'être avec nous. J'aimerais souligner la présence de la maman de Monia qui est ici, de sa fille et de son mari. Et puis toi, ben, Kauter, t'es venue toute seule. Oui. Les enfants dorment à la maison. La prochaine fois, tu les amèneras avec toi. Donc, moi, j'habite à 2 pas d'ici. C'est une découverte. C'est une très belle maison que vous avez, Excellence. Merci de nous faire visiter. Merci de nous accueillir. Quand on parle de la Tunisie, pour une Canadienne comme moi qui n'est jamais allée en Tunisie, ça évoque la douceur de vivre. Ça évoque la relation, l'ouverture à l'autre. Mes amis qui sont originaires de Tunisie sont tous des personnes tellement ouvertes vers l'autre, qui aiment s'asseoir, qui aiment discuter, qui aiment manger, qui aiment écrire. Ce sont des artistes. Et tantôt, je parlais avec l'ambassadeur et c'est ma propre théorie, mais j'ai peut-être trouvé pourquoi. Il me disait qu'il n'y a pas vraiment de ressources naturelles en Tunisie, que la ressource naturelle, c'est la personne. Et vous avez développé en Tunisie cette capacité d'aller vers l'autre, cet amour des arts, de la littérature. Ma propre petite théorie, ben, elle vaut ce qu'elle vaut, et je vous l'offre. Vous pouvez en discuter si vous voulez. J'ai avec moi Kauter Zitouni, qui est artiste peintre. Kauter est venu s'établir à Ottawa en 2018, ça fait à peine 3 ans. Oui. Et avec le rêve de faire connaître ses œuvres. Et voilà, j'espère que ce soir, on contribue à la réalisation de ton rêve. On peut se tutoyer, Kauter. Ah oui, exactement. On a parlé avant, on en a décidé ainsi. Kauter n'a pas suivi de cours aux Beaux-Arts. Par contre, elle peint depuis qu'elle a 15 ans. Et lorsqu'elle a été indépendante financièrement et qu'elle a pu s'acheter une voiture, elle s'est inscrite au cours d'art au Centre culturel italien à Tunis. Exactement. Et c'est comme ça, et tu as suivi des cours à temps partiel le soir pendant 2 ans, tu as poursuivi ta formation après. Et tu nous présentes ce soir 5 œuvres, 5 portraits de femmes. Exactement. C'est le titre, c'est le thème de la soirée, ouais. N'est-ce pas? Pourquoi des femmes, Kauter? Pourquoi tu peins des femmes tunisiennes? Je peins les femmes tunisiennes parce que je crois profondément que les femmes tunisiennes peuvent porter un message. Ce que je peins représente aussi ma grand-mère, ma mère, puis les générations précédentes qui nous ont transmis cet héritage culturel, qui nous ont transmis leur force de caractère. Elles se sont battues, elles ont acquis au fur et à mesure de leur vie des parcelles de liberté pour que nous, aujourd'hui, les femmes modernes tunisiennes, puissions pouvoir avoir ces droits, en bénéficier. Et puis, elles ont acquis des petites parcelles de lumière qu'elles nous ont transmises pour que nous puissions justement, nous aussi, transmettre cet héritage à nos enfants et plus tard à nos petits-enfants.
Quand on s'est parlé avant l'émission, avant la rencontre aujourd'hui, tu m'as parlé de lumière. Tu utilises encore le mot lumière. La femme et la lumière, ça va ensemble pour toi? Ah oui, exactement. La femme, ça a toujours été le tronc qui porte la famille. C'est elle qui transmet à ses enfants les valeurs, mais aussi le patrimoine culturel, le patrimoine traditionnel. Ce n'est pas parce qu'on se modernise, ce n'est pas parce qu'on voyage qu'on oublie nos racines ou nos ancêtres, ou d'où est-ce qu'on vient, ou ce que l'on porte, parce que c'est ce qui nous représente en fait. C'est ce qui représente notre histoire, et c'est l'histoire qu'on veut transmettre aussi. Si on regarde ce tableau qui est juste au-dessus du foyer ici, celui-là s'intitule Zina. Oui. Alors c'est Zina. Et elle est très lumineuse, la dame ici. Tu parles de tradition. Elle porte des bijoux traditionnels. Des bijoux traditionnels. C'est un bijou sur la tête, dans le cou. Les bijoux sont importants dans la tradition. On les voit dans à peu près tous les tableaux. Derrière moi aussi, c'est Senteur de jasmin. Senteur de jasmin qui est derrière moi. Alors, le bijou est important. Quels sont les autres éléments qui sont importants que tu choisis de placer dans tes tableaux? J'aime beaucoup, moi, c'est les photos en général qui me parlent, des femmes que je trouve au fur et à mesure de mes recherches, et j'aime l'expression qu'elles portent sur leur visage. S'il y a une connexion qui se fait entre moi et cette photo que je regarde, et c'est à ce moment-là, j'aime à imaginer qu'elle a une histoire, que cette femme-là, à ce moment-là, elle a décidé de sourire, à pleines dents, de croquer la vie, de continuer à avancer malgré ce qu'elle porte, malgré ses responsabilités, et de porter ce sourire justement et d'être heureuse en fait. Tu peins des femmes, sont toujours en tenue traditionnelle, les femmes que tu peins. Pourquoi? Je sais que tu as parlé de l'importance de maintenir les traditions, mais est-ce que le risque n'est pas de placer la femme dans un folklore, dans une réalité qui n'est plus? Mais justement, c'est au-delà de cette image, c'est d'aller, parce que ces femmes-là, à mon sens, elles ont fait le choix de porter cet habit-là, parce que la vie se modernise, c'est vrai, ce ne sont pas des habits qu'on porte tous les jours. Actuellement, ce sont des habits qu'on porte aux grandes occasions, au mariage, dans ce genre d'occasion où il y a la famille, que tout le monde qui se rassemble pour fêter. Pour moi, c'est un habit de fête, c'est un habit de joie, c'est un habit qui représente ma culture. Oui. Et c'est pour cela que j'ai choisi de le représenter. Tu viens au Canada, tu t'es installée à Ottawa. Moi, je serais bien mal prise de te parler de mon habit de fête. J'en ai pas. Ouais. C'est toujours admirable pour moi qui est née ici de voir des personnes qui arrivent d'ailleurs et qui viennent changer notre culture, qu'on le veuille ou non. La culture, ça se transforme à tous les jours. Moi, la culture où je suis née à quelques pas d'ici, c'est pas du tout la même culture aujourd'hui dans la région que c'était il y a 60 ans. Donc, aujourd'hui, c'est différent. Mais ce que vous nous apportez, ça vient tellement transformer notre vision du monde. La beauté du Canada, c'est justement son multiculturalisme. Nous, on peut apporter ce qu'on a avec notre bagage pour le faire connaître, justement, pour faire connaître, moi, ma belle Tunisie, nos traditions, ces beaux bijoux, cette couleur qui est portée tous les jours par le peuple tunisien et la douceur de vivre de laquelle vous avez parlé, mais on s'enrichit aussi des cultures existantes, des gens qu'on côtoie tous les jours, que ce soit dans le travail ou dans la vie culturelle. Est-ce que vous avez des œuvres sur la planche présentement? Est-ce que vous travaillez sur certaines œuvres? Je suis en train de travailler cette fois-ci sur une œuvre qui représente un lieu. Ah oui. Plus. Pas une femme. Pas une femme. En Tunisie? Mais en Tunisie aussi, parce que peut-être parce que je suis loin de ma Tunisie que j'aime la représenter aussi, c'est pour cela. Avec le recul, est-ce qu'on voit la Tunisie différemment? Est-ce que
Comment tu vois ça, là, la Tunisie, aujourd'hui, d'ici, il y a 3 ans, quand tu as quitté? Tu n'es pas retournée depuis, hein, j'imagine? Non, je ne suis pas encore retournée. COVID, non, c'est difficile. T'es prisonnière ici, là. Exactement. On ne te laisse pas partir. Mais comment tu regardes la Tunisie aujourd'hui? Pour moi, la Tunisie représente plus des odeurs. L'odeur de la mer, l'odeur de la plage, une belle balade dans mon village natal, le village natal de mon père, qui est le village de Sidi Bou Saïd. L'odeur du café, l'odeur du jasmin, justement. Oui. Ça me porte. Ça me porte énormément vers la Tunisie. Ce sont les lieux que j'ai eu la chance, dans lesquels j'ai grandi quand j'étais enfant, que j'ai visités, que ce soit les lieux historiques ou nos beaux villages. Et c'est tout cela que représente la Tunisie pour moi. Donc tout ça, tu gardes ça dans ton cœur. Exactement. Et tu nous l'offres à nous. Oui. Dans des créations qui sont absolument superbes. Si les gens veulent se procurer tes œuvres, comment elles font? Comment on fait? Pour se procurer mes œuvres, on me contacte sur ma page Facebook. Oui. Moi, je peins au fur et à mesure de mes inspirations. Et à chaque fois que je termine une œuvre, je la publie sur ma page. Et puis les personnes qui sont intéressées me contactent à ce moment-là. Bien, on souhaite, Kauter, que ton rêve se réalise. Merci Il est beaucoup. en train de se réaliser, regarde. Merci pour cette opportunité, puis cette initiative Bien, organisée remercie son excellence. par son excellence. Et puis les éditions David. Et les éditions David, c'est un agréable moment qu'on passe, puis c'est une occasion de démontrer ce que nous autres, les femmes tunisiennes, on peut apporter, que ce soit au niveau culturel, artistique, à la Tunisie et à la communauté dans laquelle on vit actuellement. Oui. Est-ce que tu peux nous apporter du soleil pour faire fondre la neige? Moi, j'aime beaucoup la neige. Moi aussi. J'ai découvert ici, j'aime beaucoup la neige. J'aime pas le froid, mais la neige, ça me convient. Le froid, c'est affreux. Oui, le froid est difficile, mais la neige... On ne s'y fait jamais. La neige, pour moi, elle est hypnotique. Je ne me lasse jamais de la regarder. C'est beau, surtout avec les lumières de Noël ici, autour quand on marche. Puis on voit les lumières multicolores de Noël, c'est tellement beau. Merci beaucoup. Merci à toi pour ce moment. C'est un grand plaisir de faire de la connaissance, de découvrir tes œuvres. Et j'invite tous les gens qui sont à l'écoute d'aller visiter la page Facebook de Kauter. Et bien sûr, si vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un, procurez-vous, ou bien à vous-même, procurez-vous une de ses œuvres. Ici, vous en voyez 2, mais il y en a d'autres. Vous allez les voir sur sa page Facebook. Elles y sont toutes. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous avez beaucoup d'auteurs qui sont originaires d'ailleurs, hein, aux éditions David. Louena Sassani est avec vous? Louena a publié chez nous. Oui, Louena Sassani, qui est originaire d'Algérie, qui est aussi un ami que j'aime beaucoup. Et puis Monia, bien sûr, Monia. Bonsoir, Ginette. Bonsoir, je suis tellement contente de te revoir. Moi aussi. Quand tu m'as téléphoné pour me demander si je pouvais venir faire cette petite fonction, ça m'a fait tellement plaisir parce que moi, j'ai une affaire de cœur avec les romans de Monia Mazig. Monia est venue s'installer au Canada en 91, oui, c'est ça? Oui, oui. Et, mais elle a vraiment été catapultée sur la scène publique en 2002 lorsque son mari, Maher Arar, qui est avec nous ce soir, a été déporté sans aucune raison en Syrie après les événements du 11 septembre aux États-Unis et où tu as travaillé pendant 1 an pour le libérer. Donc, on a suivi ton histoire, on a suivi votre histoire, Maher. Vous êtes pour nous un héros canadien et un héros tunisien aussi, et syrien, et un héros humain. Et puis Monia a publié en 2002 un livre qui raconte comment elle a vécu et comment elle a travaillé pour réussir à faire sortir Maher de cette prison et de cette torture. Le livre s'intitule « Les larmes emprisonnées ». Oui. Et c'est pas un roman, c'est vraiment... un récit. Un récit. Oui. Ensuite, elle a publié 3 romans. Le premier, Miroirs et Mirages. Non, le premier, oui, Miroirs et Mirages, qui raconte l'histoire de 4 femmes musulmanes ici au Canada. C'est fascinant. Moi, je le fais lire à toutes mes amies qui veulent comprendre les femmes musulmanes au Canada et puis ailleurs. C'est fascinant. Qui a été mis il y a des finalistes aussi pour plusieurs prix. Oui.
Ensuite, Monia a ensuite écrit Du pain et du jasmin, qui nous transporte dans le printemps arabe. Oui. Et 20 ans avant aussi, ou 40 ans. Oui, les émeutes du pain. Les émeutes du pain. Oui, 25 début ans. des années 80, Oui. oui. Et finalement, le très, très beau roman dont on va parler ce soir, Oui. Farida, qu'on lui a décerné le prix du livre d'Ottawa. Je suis contente de dire, Monia, aussi qu'on a une autre personne ici, une autre autrice qui s'est mérité le prix du livre d'Ottawa, Oui. Véronique Sylvain, que vous avez entendu tout à l'heure. L'année passée, c'est elle qui... Pourtant, la compétition est forte. Oui, oui, oui. C'est un très beau roman. Merci. Félicitations. Merci. Tu sais comment je l'aime. Oui. Tu sais où il est dans ma bibliothèque. Oui. Mais c'est Le plus beau cadeau ou la plus belle chose que tu as dit, on va se tutoyer aussi, oui, s'il te plaît, Ginette, oui. oui. Vos compliments que tu as dit, c'est un peu comme Anna Karenine. Ah, c'est Anna Karenine. Oui, ça vraiment... Moi, je pourrais pas, je pourrais pas recevoir, parce que je vais te dire quelque chose, Ginette, quand j'étais adolescente, je suis tombée amoureuse de la littérature russe. Moi aussi. Et en fait, la folie m'a pris jusqu'à commencer à apprendre des cours de russe. Ta mère en témoigne. Mais j'ai arrêté après 3 semaines, c'était trop difficile. Et en plus, j'étais déjà à l'Institut des hautes études commerciales, donc je ne pouvais pas assister à tous les cours. Et donc, je ratais beaucoup. Mais c'est tellement... les frères Karamazov, je vivais avec. J'étais vraiment tellement impressionnée par les grands auteurs russes que j'ai dit, je veux les lire dans la langue originale. Donc c'est une petite parenthèse. Tu t'en rends pas compte, mais tu as absorbé ça certainement. Oui. Moi, quand je le lisais, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai fait une maîtrise en lettres françaises il y a de nombreuses années. Et on avait des cours sur la littérature russe, en français, bien sûr. Et Anna Karenine, ça a été pour moi certainement le plus beau livre que j'ai lu, le plus beau roman que j'ai lu. C'est difficile à lire, c'est long, mais puis Farida, tout au long de la lecture, ça me rappelait ce que je ressentais quand je lisais Anna Karenine. Oh, donc vraiment, si c'est un compliment, je ne savais Merci. pas si ça avait été un compliment ou quoi. Oui, mais pour moi, je le prends comme un compliment. Alors voici. Je ne veux pas. On pourrait parler du style d'écriture de Monia. Farida, c'est 11 personnages, tous écrits au « je ». On ne peut pas entrer longtemps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est un tour de force d'être entré dans la personnalité de chacun de ces personnages, des hommes, des femmes, des personnes plus âgées, des jeunes, qui traversent des Tunisiens, des Italiens, des Italiens, Gabriella, des Canadiens. Oui, c'est vrai, des Canadiens. Donc, en fait, tout d'abord, j'aimerais dire vraiment un grand merci pour son Excellence, Monsieur Torjman, l'ambassadeur de Tunisie au Canada, son épouse, toute sa famille. Vraiment, je suis vraiment reconnaissante d'être votre invitée, de partager ce beau moment avec toi, Ginette, et ma famille également, et surtout aussi ma co-citoyenne Kautal Stitouni, dont je fais la connaissance vraiment parce qu'on s'est connus pour cet événement-là. Donc, je suis vraiment fière de partager cette belle rencontre avec toi aussi, Ginette, et tous les invités de ce soir. Eh bien, pour revenir à Farida, oui, c'est vrai, c'est quand même difficile. C'est, je dirais, beaucoup plus peut-être difficile pour un lecteur, une lectrice, de commencer Farida et de se dire mais qui parle. Bon, c'est pas pour rien que j'ai mis le nom de la personne qui parle, donc du personnage, au début de chaque chapitre. Donc c'est vrai. Il y a un livre qui m'a aussi inspirée pour écrire Farida, du grand auteur, grand écrivain turc, Orhan Pamuk, que vraiment je considère, il a reçu le prix de Nobel littérature, mais c'est un grand écrivain qui
est amoureux de sa ville natale, Istanbul, et qui en parle dans certains de ses livres, de certains de ses romans. Et je me suis dit, moi qui vis au Canada depuis des années, je vis avec mes souvenirs de Tunis et j'aimerais écrire un livre sur Tunis, parce que c'est vrai, c'est Farida, Oui. mais c'est aussi c'est Tunis qui change des années 40, des années 60, des années 80, jusqu'à des années 90. Et même si je n'ai pas vécu moi-même pendant les années 40, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai vu des photos, des images, et j'ai essayé aussi d'imaginer qu'est-ce que les femmes faisaient à cette époque-là, quand elles ne pouvaient pas sortir à leur guise, quand elles étaient, veut pas, prisonnières de leur foyer, de leur maison. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient toujours malheureuses, parce qu'elles ont pu trouver la joie, mais en même temps, c'était aussi pour moi comment est-ce que j'imaginais. Et donc c'est ça un peu Farida, c'est un hommage à ma Tunis, à ma ville natale, à mon Tunis je dirais, ma ville natale, à ma grand-mère, à ma mère, mes parents, et puis voilà, à mes souvenirs. Oui, oui. Et Farida, tu dis qu'elle est prisonnière. Elle est prisonnière physiquement. Elle avait beaucoup de rêves, Farida. Oui, elle voulait, femme elle voulait très faire intelligente. quelque chose, très Oui, oui, intelligente, éduquée. Son père Oui. l'avait envoyée à l'école. Oui. Elle lisait continuellement, elle écoutait la radio continuellement. Elle était prisonnière, peut-être, de son foyer, mais sa tête voyageait. Beaucoup, oui, 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 beaucoup. Et c'est ça un peu, c'est aussi un livre, parce que ici, veux pas, on le sait, tu le sais très bien, Ginette, quand on parle surtout des femmes arabes, musulmanes et tout, on a vite, il y a des clichés qui sortent. Oui. Et là, c'est la plupart, je dis pas tout le monde, mais la plupart vont voir les femmes musulmanes à travers ces clichés-là. Donc une femme qui est opprimée, soumise. Non éduquée. Et pourtant, il y a vraiment une grande nuance. Il y a de ça, mais il y a d'autres choses. Et Farida était un peu, je dirais, c'est un peu le contraste. Oui. C'est une femme qui a vécu dans un contexte où même les femmes québécoises, les femmes canadiennes étaient confinées dans leur maison. Oui. Mais c'est une femme aussi qui a pu s'en sortir avec un courage, mais aussi avec son éducation, ses livres, ses rêves. Oui. Il y en a eu des femmes comme ça. Oui. On a eu. Oui. Oui. Et l'éducation est importante dans tes livres. Oui. Un autre élément qui est important, c'est la nature. Est-ce que tu peux nous parler de la présence de la nature dans tes livres, même sur la couverture de Bougainvilliers, bien sûr. Oui, c'est un peu cliché, mais c'est quand même, tout à l'heure, Kautar a parlé de Sidi Bou Saïd. Je ne sais pas exactement où est-ce que cette image a été prise, mais ça rassemble un peu. Il y a le fer forgé, vraiment emblématique, le dessin très méditerranéen, la couleur bleue, les bougainvilliers, bien sûr, parce que il y a le jasmin, mais c'est vrai que c'est assez... Mais je parle, par exemple, Ginette, tu m'as demandé je parle du parc du Belvédère, qui est... Peut-être la nouvelle génération, peut-être ne le connaissent pas, mais moi je l'ai connu, j'étais jeune, c'est là où j'allais, c'est là où je courais, c'est là où j'escaladais les arbres. Et donc je parle de ces arbres immenses qui m'ont marqué, du printemps, des pâquerettes, de l'herbe. Quand Monia décrit les émotions de quelqu'un, il y a toujours un mot de la nature qui correspond, il y a toujours une image naturelle qui vient. Je trouve ça... rafraîchissant, je trouve que ça ancre la lecture dans le vrai. Donc, il y a la politique où c'est important. Les changements. Les femmes Farida prend des décisions qui ont un gros impact, des décisions difficiles qui ont un gros impact sur les autres. C'est comme si ces décisions sont comme un portail qui s'ouvre sur une mouvance
de transformation. Les femmes dans Monia ne sont pas seulement des femmes qui prennent des décisions pour leur vie, elles s'ouvrent, que ce soit avec Fatma, que ce soit avec Leila, sa petite fille. Le rôle des femmes, il est si grand pour toi. Il est grand à ce point que les décisions qu'on pense qui sont petites sont finalement des grandes décisions. Oui, tout à fait. En fait, j'ai écrit ce livre-là, c'était bien avant le mouvement, moi aussi, MeToo. Oui. Et bien évidemment, Farida prend des décisions très importantes, mais quand il y a eu ce mouvement-là des femmes, alors que j'écrivais, je me suis dit, quand je pensais, quand je lisais à propos du Canada, je ne pensais pas, ou quand je lisais même sur la France, par exemple, parce que bon, on est dans la francophonie, donc j'ai grandi avec vraiment une porte, une fenêtre sur la France, donc la France jouait quand même un rôle important, et on n'entendait pas beaucoup de l'oppression des femmes, surtout de toute cette question-là de l'abus, tu vois, donc ces thèmes-là. Et je me suis dit, mais ça existait en Tunisie, ça existe également ici, mais la seule peut-être différence, c'est que on l'attribue toujours que c'est les traditions, c'est la religion en Tunisie, c'est ça. Mais alors que ailleurs, c'était la même chose ailleurs, c'est ça. Donc, oui. Et donc je me suis dit, pourquoi je n'écris pas quelque chose où les femmes vont être dans des milieux très oppressifs, mais qui vont au-delà des structures libératrices, qui vont trouver leur libération elles-mêmes. Et donc elles vont prendre des gestes courageux. Oui. Et c'est vrai, Farida en a pris. Fatma, sa cousine, Oui. qui n'est pas aussi éduquée dans le sens écriture, lecture, mais qui a eu une intelligence Oui. assez naturelle, Oui. et qui l'a vraiment, elle aussi, elle a pris des décisions super difficiles. Et plus tard aussi, il y a Leila, il y a son amie canadienne. Donc ce sont des femmes, Catherine, c'est vrai, donc ce sont des femmes qui ont subi de la violence, que ce soit physique, morale, mais ce sont des femmes, comme tu dis, c'est ça, ce sont des femmes qui ne se sont pas recroquevillées sur elles-mêmes, mais qui se sont plutôt mises debout, très difficilement, mais quand même, on peut le faire. Puis en se mettant debout, on vraiment mis l'accent sur là où le problème ou le défi existait, qui était dans c'est pas la faute d'une personne. C'est le système. C'est le système. C'est le système. C'est toujours le système. Même les hommes sont très sympathiques dans ton livre. Tu sais, Oui. moi, j'ai une affection particulière pour Taoufek, le fils de Farida. De Farida. Moi, j'ai élevé, comme je te disais, j'ai élevé 4 fils. J'ai été l'aîné d'une famille où j'avais 5 frères. Et Taoufek me touche beaucoup, beaucoup. Et s'il est devenu un homme qui se connaît, qui est heureux, quand il parle des 2 miracles dans sa vie, la nature et la religion, je trouve c'est grâce à sa mère. Oui. C'est comme si c'est l'exemple de sa mère qui s'est un peu déteint sur lui. Oui, en fait, c'est vrai, Farida, c'est un roman de femmes, mais aussi il y a des personnages d'hommes. Oui. Il y a Taoufik qui est beaucoup plus sympathique que, par exemple, l'époux de Farida. Oui, mais pas du tout sympathique. voilà, mais vraiment, oui, j'ai voulu faire de Taoufik quelqu'un qui nous surprend. Absolument. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est éduqué, quelqu'un qui a fait des études en France, quelqu'un qui, on pensait qu'il allait faire les choses, disons... Diplomate. Oui. Comme si c'était tracé. Mais ce n'était pas le cas. C'est un homme qui n'a pas vraiment réussi sa vie avec sa femme, sans dire beaucoup sans donner beaucoup de détails. Mais c'est quand même, je pense que c'est un homme qui s'est défini au-delà de sa relation conjugale. Oui. C'est un homme qui s'est retrouvé. Et donc, c'est aussi
sortir des sentiers battus. Parce que dans nos sociétés, un homme, ça ne peut être qu'un père, ça ne peut être qu'un fils, qu'un époux. Et finalement, Taoufik, c'est quelqu'un, oui, il était un fils, mais aussi il s'est retrouvé finalement avec la nature. Oui. Et on a voulu faire de lui quelqu'un, mais il s'est retrouvé, il a fait son propre. C'est ça, c'était pas lui. Voilà, c'est pas lui, c'est pas l'homme, disons, violent, oui. c'est pas l'homme aussi docile, c'est pas l'homme amoureux, c'est vraiment un homme amoureux de la nature, un homme spirituel. Oui. Voilà. Oui. Puis c'est ce qu'il est devenu. Fondamentalement, c'est ce qu'il était. Oui. Il est devenu. Un autre, tu as parlé de Fatma, la cousine de Farida, qui est joyeuse, à qui il arrive des... On ne va pas passer à travers l'histoire de Fatma, il faut lire le livre. Elle traverse des problèmes vraiment... L'abus qui a été perpétré contre elle, sur elle. C'est vraiment difficile à lire, même si c'est difficile à comprendre. Mais elle a pris des décisions, elle est restée amie. Donc la femme amie. L'amitié est importante. Ah oui, l'amitié féminine, l'amitié, la solidarité. La solidarité. Parce que c'est ça, on vivait ensemble à cette époque-là, donc on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas cette concurrence, je veux être meilleure ou non, il n'y avait pas. Donc il y avait autre chose. Oui. Et je pense que c'est ça, et c'était en fait un privilège, parce que les femmes étaient d'une façon confinée, mais elles trouvaient cette solidarité, cette force entre elles, et cette amitié, et cette complicité, parce qu'elles se comprenaient. Elles se comprenaient, et même si Farida était une fille éduquée, une femme, et elle voulait parfois le montrer à sa cousine, Fatma, ça marchait pas trop avec elle, oui, elle la remettait à sa place, elle était beaucoup plus intelligente qu'elle, beaucoup plus vive d'esprit, et donc c'est ça dans la vie, il y a l'éducation, mais il y a aussi les relations humaines. Les relations humaines, puis le quotidien. Voilà. Quand Farida cuisinait pas, ben c'est elle qui cuisinait. Puis Farida cuisinait pas. Voilà, elle lisait ses livres, elle écoutait la radio. Oui, Farida était une femme, parce que c'est ça, c'est l'une des questions aussi que je me posais. Est-ce que toutes les femmes à cette époque-là rentraient dans le genre, je ne sais pas, de boîte, dans la boîte qu'on leur prédestinait? Qu'est-ce que faisaient les femmes qui ne voulaient pas, ne savaient pas vraiment être de bonnes épouses, être de bonnes mères, être dociles, hein? C'est ça. Comment est-ce qu'elles vivaient? Et c'est ça, Farida représentait ça. Je dirais pas la rébellion, mais la résilience. La résilience. Oui. Et puis Fatma représente pas nécessairement la femme soumise, mais celle qui a trouvé de la joie. Trouvé de la joie dans sa vie. Elle aimait danser. Une belle relation. Elle aimait danser, elle aimait s'habiller. Elle est coquine, c'est ça. Toujours. Elle connaît tout ce qui se passe sans vraiment être bien je ne sais pas comment. Couturière avec ses mains, c'est ça. Parce que il y a tout il y a le travail intellectuel. Donc Farida, c'est vraiment l'intellectuel, bien sûr, qu'on met de côté, mais il y a aussi celle qui est vraiment bonne avec ses mains, qui cuisine bien, qui est une bonne couturière. Puis qui crée aussi à travers créatrice. Et si on parlait, avant de terminer, de Leila. Leila, la petite fille de Farida. Leila qui, parce que Farida lui dit, il faut que tu partes, part. Dans du pain, du jasmin, c'est la même chose. Nadia quitte, elle part. Est-ce qu'il faut partir pour se retrouver? Oui, je pense beaucoup, personnellement, je pense à cette question-là, Ginette, parce que moi, j'ai dû partir. J'ai quitté ce Tunis dont je parle dans mes livres, j'ai dû partir. C'était pas toujours ce que je voulais, mais j'ai dû partir. Et je suis venue ici, et à maintes reprises, je me pose la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est la bonne chose? Et je pense que peut-être dépendamment de mes états d'âme, je vais dire une réponse, d'accord? Mais tout compte fait, je pense que partir, ça a donné ça. Bien, c'est ça, j'allais dire. Ça a donné des livres, ça a donné le pouvoir d'écrire,
parce que je disais tout à l'heure à Kautar que j'aimais écrire, j'aimais lire. J'ai toujours écrit. Mais je voulais être smart, je voulais être jouer dans la cour des grands, tu vois, oui. donc être bonne en mathématiques, finances, tous ces trucs-là. Et j'ai prouvé, et là je retourne. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Monia est docteur en finance. Oui, oui, oui. Diplômée de pas n'importe où de l'Université McGill Oui, à Montréal. oui, oui. Donc, c'est vraiment tout C'est un peu, oui, c'est ça. Donc, tu l'as fait, ça. Oui, là. ça, je l'ai fait. Et c'est comme si je le mets de côté. Oui, puis Kautar aussi est agent financier. Oui, donc, c'est ça. vous avez réussi, mesdames, sur ce plan. Oui. Maintenant, vous allez réussir votre vie de créatrice, La passion, oui. votre passion, Oui. ce pourquoi vous êtes venue ici. Léla, elle est très touchante aussi. Hein? Mm-hmm. Elle est venue avec la bourse de la francophonie. Avec la bourse de la francophonie Non. à Ottawa. Oui, à Ottawa, faire des études littéraires. Ce n'est pas moi. Non, c'est pas toi. Non, 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 j'ai pas eu la bourse de la francophonie. J'ai pas fait des études littéraires, mais c'est quelqu'un quand même qui pourrait être un jour écrivain. Oui, puis elle a rencontré Catherine. Catherine, Elle s'est liée d'amitié la avec franco-ontarienne. Catherine, qui vient de Sudbury, Oui. en Ontario, qui est dans le nord, le moyen nord de l'Ontario. Mes amis franco-ontariens vont être heureux que je ne dise pas du Grand Nord. Parce que fais attention, c'est le moyen nord. Le moyen nord, Catherine vient. Et à la fin, elles se sont liées d'amitié. Oui. Elles ont fait des manifestations politiques ensemble. Oui, oui, oui. C'était au temps du référendum. Oui, oui, l'indépendance, oui, 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 oui. Sur le référendum de Lac Meech, est-ce que c'était Meech ou Non, Charlottetown? non, non, c'était C'était non, c'était en fait le deuxième réfondum du Québec, donc 93. 93. Oui. De toute façon, on oublie l'histoire, oui, on oublie les dates. Mais elles ont fait les manifestations, elles ont voyagé en autobus, elles se sont liées, et c'est la politique, c'est le côté social qui les a amenées ensemble. Et à la toute fin, Catherine dévoile à Léla qu'elle aussi a été victime d'abus. Et finalement, c'est dans cette fin de roman qu'on se rend compte, ce que tu disais tantôt, la femme tunisienne, la femme canadienne, la femme québécoise, la femme française, on a tous vécu à peu près les mêmes choses. Oui, c'est des expériences universelles, malheureusement. Oui. Et donc, les femmes peuvent survivre. Ce n'est pas facile, mais peuvent survivre. Et chacune le fait d'une manière. Oui. Et donc, on le voit ici, chacune selon le milieu où elle a grandi. Et je dirais, mais surtout, avec beaucoup de solidarité féminine, beaucoup d'amitié, comme l'amitié entre Farida et sa cousine Fatma, mais également comme l'amitié de la Tunisienne Leïla, de la jeune Tunisienne Leïla et de son amie franco-ontarienne Catherine. Oui. Je vais te demander de lire un petit passage, mais pour que les gens comprennent, on va quand même glisser un élément du roman dont on n'a pas parlé. C'est que à un certain moment, Farida dit à sa belle-fille, la femme de son fils et la mère de sa petite-fille, Léla, qui est bébé, elle lui dit « Pars, va-t'en, va étudier. » Elle voulait... Juda voulait étudier, avait toujours voulu devenir enseignante. Elle se sentait prisonnière. Et c'est Farida qui lui dit « Va-t'en, va étudier, je m'occupe de ta fille. » Alors, Juda part pendant 10 ans et c'est vraiment Farida qui élève Léla, sa petite fille. Et tu nous lis un passage qui, pour moi, est un très, très beau passage de Farida. D'accord. Donc, je vais lire page 188, le dernier paragraphe. Et ça, c'est Farida qui parle. Je vivais entre deux mondes, l'ancien qui a englouti toute ma famille et le nouveau qui pointait à l'horizon avec tout l'espoir d'une vie meilleure. Entre le monde où j'ai dû m'effacer pour laisser les traditions triompher et celui où j'encourageais Juda à choisir sa propre voie. Moi, la mère, la grand-mère,
N'étais-je pas celle qui devait sauvegarder les traditions, être garante du patrimoine, garder les choses à leur place, sans rien bouger, ni trop bousculer? Mais je n'ai rien fait de la sorte. Pire, j'ai aidé Judas à claquer la porte. J'étais sa complice, dans un geste d'ultime revanche, ou de folie frôlant la démence, je venais de détruire le mariage de mon fils. Merci. Merci, Monia. Merci. Alors, je vous invite, Merci, est-ce qu'il y a Ginette. des questions avant qu'on mette fin à notre petite réception? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez poser des questions à Monia ou à Kauter? Des commentaires? Ta maman, vous l'avez lu, le roman, Farida? Encore, je l'ai pas. Il faut le lire. On va vous l'offrir pour Noël. Ça va être notre cadeau de fin d'année. Moi, c'est ce que je donne à mes belles-filles pour Noël. C'est un de leurs cadeaux, c'est Oui, Farida. merci. Monia, présentement, sur ta table de travail, tu es en train d'écrire des essais. Mhm. Oui, en fait, je viens de terminer des essais, un livre en anglais. Donc là, c'est au stage encore d'être publié, pas encore publié, mais je travaille là-dessus. Mais j'ai un projet d'écriture en français. Donc ça, c'est vraiment un stade très primaire, très un début de projet. Donc j'aimerais écrire sur le déracinement. Oh. Je me rappelle quand j'étais au lycée, à l'école secondaire, on nous faisait lire un livre sur le déraciné. Ça s'appelle Le Déraciné. Un grand auteur tunisien. Et on détestait cette lecture forcée. Et là, peut-être 40 ans plus tard, là, je me retrouve à réfléchir, à penser sur les... Donc, j'aimerais écrire des petites histoires, des nouvelles, Oui. quelque chose que j'appellerais comme l'abécédaire du déracinement. Donc, chaque lettre de l'alphabet Ah, pour une histoire sur le déracinement. Donc, partir, comme P pour partir. pour arriver. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Je veux Oui. me mettre dans la peau Oui, des oui. personnes qui arrivent, des personnes qui partent, des personnes qui veulent partir, des personnes qui veulent retourner. Oui. Et donc, tout cela, et donc, l'ironie du sort a fait que l'auteur, le livre qu'on détestait, là, m'a jeté un sort et me revoilà en train de réfléchir de nouveau. réfléchir sur ce qu'est oui, ça t'a le marqué, déracinement. oui. Voilà. Oui, parce que le déracinement ici, au Canada, c'est sûr que le déracinement, moi, c'est quelque chose qui me touche de près parce que à peu près toutes les personnes que je connais, je gage qu'ici, je suis vraiment la seule qui est née ici dans la région, là. Oui. La plupart des gens ne sont pas nés dans la région. Puis des fois, le Canada est grand. Même quelqu'un qui part de la Colombie-Britannique puis s'en vient s'établir ici, c'est déjà un déracinement Vraiment. aussi. Ouais. Partir de l'Acadie, venir ici. Ouais. Partir de la Tunisie, de Djibouti, de la France, du Bénin, du Togo, Oui. d'Haïti. Tout le monde est dans un déracinement. Comment est-ce qu'on fait? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'enracine de nouveau? C'est une question qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et les essais en anglais, ça va être publié. C'est sur l'islamophobie, je pense. Oui, oui, c'est vrai, j'ai pas trop dit là-dessus, mais c'est un essai en anglais sur l'islamophobie genrée, donc qui vise les femmes musulmanes. Mais on voit aux États-Unis ce qui se passe. Oui. affreux. Donc voilà, donc c'est des réflexions, c'est un genre de, c'est vraiment un essai au sens français du mot, donc Un essai. un essai, donc des réflexions personnelles, mais également une certaine recherche bibliographique sur le sujet. C'est un peu plus académique, mais avec des réflexions personnelles. Voilà. Merci beaucoup, Monia. Merci, Ginette. C'était un grand plaisir encore. Merci, Excellence. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous.
Ben, on vous souhaite une belle fin de journée. Puis, on vous invite à aller visiter la page Facebook de Kauter Zitouni et à aller sur les éditions David. On a quelques copies ici. On a des copies ici. S'il y a des gens qui veulent se procurer une copie du livre Farida, il y a aussi du pain du jasmin. Oui, on a une, mais on a aussi Histoire d'immigration. Histoire d'immigration. Voilà. Oui, qui est un autre livre. Un qui recueil. Un recueil oui. écrit par la communauté dont tu fais partie. Mm-hmm. Merci.